Mais aujourd'hui, c'est Vincent Fayet que l'on reçoit pour nous parler de son ouvrage « La métamorphose de la classe quand les élèves de l'école, quand les élèves font la classe », et un ouvrage qui aborde la question de l'enseignement mutuel. Un enseignement mutuel que Vincent va nous présenter, va surtout aussi nous expliquer comment il l'a, entre guillemets, redécouvert à partir de son expérience, parce que ce qui fait la force de ce livre, c'est que c'est avant tout le parcours d'une réflexion pédagogique, d'une expérience, d'un itinéraire porté par les élèves de Vincent, qui est professeur en lycée, professeur de SVT au lycée d'Orient, et de voir comment, ce qui nous intéressait nous, c'est de voir comment des questionnements et des choix pédagogiques partent du quotidien, partent de la classe, partent de ce qu'on vit quotidiennement, et non pas, comme on a souvent hélas l'habitude, parachuter par en haut par des théories plus ou moins fumeuses et des injonctions. Donc je vais te laisser tout de suite la parole. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Collectif Question de classe de m'accueillir l'occasion de vous présenter les travaux, ma recherche sur cette classe mutuelle. Donc aujourd'hui, je vous propose une petite intervention de 40-45 minutes, suivie éventuellement de questions avec ou sans vidéo. Ce sera selon. Alors, oui, c'est pour nous, eh bien, donc aujourd'hui, alors, je suis désolé, je suis en face de vous, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est exactement ce que je préconise de ne pas faire. Mais vous comprendrez que si je suis très maladroit en plus, donc si je circule là, ça va être la catastrophe. Donc je préfère rester devant vous aujourd'hui exceptionnellement. Donc aujourd'hui, je vais intervenir en 4 temps. Tout d'abord, je vais parler de la forme scolaire. Après, je vous présenterai plus longuement mon travail sur la classe mutuelle au lycée d'Orient. Après, j'aborderai la question de ce que pour moi sont les 3 conditions nécessaires à la métamorphose de l'école, et après ça va appuyer sur l'interrupteur pour conclure cette présentation. Je vais passer devant la porte de la porte. Oui, pour faire le portier du cadre de zone. Donc, la forme scolaire, rapidement, on entend beaucoup parler en ce moment de la forme scolaire. C'est un terme qui a été défini par Guy Vincent dans les années 1980, et en fait, et en fait, la forme scolaire, c'est une relation sociale entre un maître et un écolier. Et c'est une relation pédagogique, et c'est Guy Vincent qui nous le dit, qui est apparue au XVIIe siècle et qui instaure trois éléments, 3 items. Un temps dédié, c'est le temps scolaire. Alors, ça peut être le temps d'études, le temps de travail dans la salle de classe. Ça peut être le temps de récréation, le temps de restauration, un espace spécifique, ça peut être la cour, la salle de classe, la demi-pension, et des règles qui prévalent pendant ce temps et dans cet espace. Alors nous, en tant qu'enseignants, on peut agir sur 2 items. On peut agir sur l'espace et sur les règles. Même si le ministère voulait manifestement qu'on interagisse aussi sur le temps et qu'on définisse nous-mêmes le temps de travail à partir d'un volontaire, en réalité, on peut jouer sur l'espace et sur les règles. Et je vais vous montrer quelques photos qui illustrent cet espace et ces règles. C'est des photos de famille, en fait. Vous voyez, on est une salle de classe dans les années 1950. Les invariants. Je pourrais passer 1h30 à vous montrer les photos, ce serait toujours la même photo. On voit toujours ça, ce sont des élèves. Regardez cette position d'élève. Cette position est très importante parce qu'on ne va pas cesser de la voir pendant toute mon intervention. Donc on a des élèves qui sont assis, immobiles, on les devine silencieux. On a ici le bureau du professeur, dont on devine qu'il est en hauteur, parce que manifestement il est sur une estrade. Et on a l'enseignant qui est ici, pour les expositions caractéristiques aussi des photos, qui est au fond de la classe. Qui cache le martinet. Alors ça, je ne sais pas s'il y a un martinet, mais en tout cas, s'il est au fond de la classe, non pas que ce n'est pas sa position naturelle, il est au fond de la classe parce que sinon il ne serait pas sur la photo. Parce que la photo, elle prend très souvent la position du maître, c'est-à-dire elle est prise sur l'estrade, vous avez les élèves en face. Et c'est assez amusant, c'est que si vous voyez des photos du fond de la salle de classe, c'est toujours les classes qui sont vides. Donc voilà une photo des années 1950.
Là, on est en 1700, c'est une gravure. Regardez le bureau, j'ai l'impression que c'est le même d'ailleurs. On a encore le maître qui est surélevé, les élèves qui sont au travail, qui sont rangés, assis, immobiles, silencieux. Là, on est en France encore dans les années 50. On retrouve la même disposition. Le Japon dans les années 2000, exactement la même photo. Même la coiffure, vous voyez, elle n'a pas évolué. Donc, la salle de classe, vous l'avez compris, elle n'a pas vraiment évolué. Vous voyez, 1970, là, vu les couleurs pour être sur la photo. J'ai vu les plus ridicules aussi comme ça. Regardez le maître, exactement dans la même position que tout à l'heure. Alors, je pense que vous êtes tous ici enseignants, tout le monde sait très bien qu'il est impossible d'avoir, pour le maître, d'être ici, puisqu'on n'est pas dans une configuration où le maître peut circuler. Donc pour arriver là, il a dû se frayer un passage, et on peut imaginer qu'il n'est jamais dans cette position avec ses élèves. Ça, c'est le lycée d'Orient, en 2012-2013, donc avant que commence l'expérimentation de classe mutuelle. Et ça, c'est une photo du collège Montaigne, qui a 100 ans d'écart entre les deux. Vous voyez toujours la disposition, regardez la position de l'élève là, celle de cet élève-là. C'est vraiment pas fait exprès, c'est toujours la même position. Donc, vous l'avez compris, l'espace, c'est la salle de classe qui est extrêmement codifiée. Et les règles, c'est le silence et l'immobilité. Alors, cette relation pédagogique, on peut dire qu'elle est figée depuis des siècles, et il est très difficile pour nous, enseignants, de la modifier. On en reparlera tout à l'heure. Regardez, une photo, et j'arrête après les photos, c'est promis, 1950 en France, 2006 en Angleterre. Alors souvent quand je prends cette photo, on me dit celle-là est plus moderne, mais je pense qu'elle est en couleur. Parce que si je donne en noir et blanc, vous voyez, c'est exactement la même chose. Alors c'est bientôt Noël, si vous avez des enfants qui sont pas sages, vous pouvez leur offrir Playmobil à l'école. Et vous verrez que même Playmobil reprend les codes. Alors là, il y a quand même une grosse variante, puisque vous voyez, c'est le maître qui a la baguette, alors que là, c'est l'élève, donc on peut considérer que c'est une régression. Donc, où que vous alliez, vous trouverez toujours cette disposition. Et le pire, c'est que même si vous allez dans l'imaginaire, ici, on est à Poudlard. Poudlard, c'est quand même, pour moi, J.K. Rowling, c'est la personne sur Terre qui a le plus d'imagination. Eh bien, elle n'a pas suffisamment d'imagination pour imaginer l'école autrement qu'avec des élèves en rangée, assis, immobiles et silencieux. Je vous parle quand même là d'un monde où on peut voler sur des balais, où on peut jeter des sorts avec des baguettes. Eh bien, l'école, vous voyez, elle est toujours traditionnelle. Donc ça nous prouve bien que cette école est vraiment inscrite dans notre inconscient et qu'il est très difficile de la faire évoluer. Alors, d'un point de vue historique, je parle de la forme scolaire, mais je devrais parler des formes scolaires. En réalité, il y en a trois. Et il faut bien les connaître, ces trois, pour comprendre d'où nous venons. Si vous aviez été élève j'ai une classe au 19e siècle, en primaire, vous aviez 95% de chances de connaître la méthode individuelle. C'était la méthode la plus répandue dans ce qu'on appelait les petites écoles de la République, c'est-à-dire les niveaux primaires. Et cette méthode individuelle, cette méthode, non, c'est pas pour vous, c'est pour l'image. Cette méthode individuelle, elle part d'un bon fond. Et l'idée, c'est que l'enseignant passe un temps individuel avec l'élève. Elle est souchée sur le préceptorat. Sauf que quand on est riche et qu'on a un précepteur, le précepteur, il va s'occuper des 3 enfants de la famille. Là, le précepteur, qui a la force sympathique au demeurant, il doit s'occuper de 20-30 élèves d'âge et de niveaux différents. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il appelle un élève, et un seul, à venir à sa chaire. Là, vous voyez la petite fille qui doit faire de la lecture manifestement. Et pendant ce temps, les autres travaillent. Jean Housset a dit que les châtiments corporels venaient de cette époque. Systématiquement, sur toute la représentation picturale de la méthode individuelle, vous allez le mettre avec sa férule, qui manifestement son outil de travail préféré. Vous voyez, il y a même ici un élève qui est attaché carrément au bureau du maître pour qu'il ne s'échappe pas. Alors, c'était des conditions extrêmement précaires. En réalité, ce lieu, ce qu'on appelait la maison d'école, en fait, c'était un lieu qui était offert au maître pour faire son office et qui lui servait aussi de maison.
et donc ce n'était pas du tout un lieu qui était adapté à l'école. Voilà une autre représentation. Vous voyez, c'est souvent des élèves sur le côté, souvent il y en a un aussi qui essaie de s'échapper par la fenêtre, et vous avez encore le maître, qui a l'air sympathique encore, avec sa férule. L'école des filles, pareil, vous en avez un qui regarde par la fenêtre, et toujours la férule, et un élève à un genou qui est en train de réciter sa leçon, qui doit être manifestement plus si vous avez l'occasion de lire les mémoires de Jean-Henri Fabre, un entomologiste français assez célèbre, dans son mémoire, il parle de son école, et il explique que son maître était tout à la fois chantre-lutrin, barbier, remonteur d'horloge, et quand il avait le temps, il était maître. En fait, on était dans un environnement où les maîtres ou les maîtresses n'étaient pas du tout formés, avaient des enfants... avaient des enfants qui étaient livrés quelque part à eux-mêmes. Il faut savoir qu'à cette époque, il n'y avait pas de manuel. Chaque enfant avait un livre, qui était souvent le seul livre de la famille, et qui se transmettait de génération en génération. Donc une école qui n'avait qu'un seul mérite, c'est d'occuper les enfants, parce qu'il n'y avait rien d'autre qui était proposé. Et puis arrive la méthode simultanée. Alors, si vous faisiez partie de ceux qui avaient la chance d'habiter en ville, peut-être que vous auriez pu connaître cette méthode simultanée. Et là, vraiment, c'est une... Souvent, on me dit que je suis sur la méthode simultanée, mais c'est pas vrai. C'est vraiment une méthode qui a eu un impact considérable dans le monde de l'éducation, parce qu'elle a apporté de la clarté et de la méthode. Et c'est Jean-Baptiste de la Salle, que vous voyez ici avec son rôle de son métier, qui a mis en avant cette méthode dès 1680. Il a dit, dorénavant, les enfants seront regroupés par âge, ils seront assis, immobiles et silencieux, face à un maître, comme moi là maintenant, qui fait cours, et ils suivent la même leçon en même temps. Et du coup, il donne de la méthode, de la structure. Il dit, eh bien, tous les élèves auront le même livre. C'est une nouveauté à l'époque. Il dit, les maîtres, qu'on appelle les frères, sont des laïcs, malgré tout, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas qu'ils aient serment, sont formés. Il a inventé quelque part avant l'heure l'IFM ou l'SPV. Et donc, c'est une méthode qui fonctionne, et qui fonctionne très bien. Et vous voyez Saint-Jean-Baptiste dans la salle, avec ses élèves, on a le regard admiratif. Souvent je dis que moi jamais un élève m'a regardé comme ça. Alors après je dis c'est peut-être parce que j'ai pas leur classe. Je sais pas, mais bon, bien évidemment, vous l'avez compris, tout ça c'est de la propagande. Mais vous voyez quand même la différence représentative entre cette école individuelle et cet enseignement simultané. Manifestement, ça fonctionne. Eh bien, il y avait un troisième enseignement, une troisième façon de faire la classe, qui était la méthode mutuelle. La méthode mutuelle était totalement différente. Ce que l'on utilisait dans la méthode mutuelle, c'est qu'on se servait comme pivot de méthode des élèves que je vous montre ici, qui sont les élèves plus âgés, plus grands. Donc on est dans une méthode où on a des élèves d'âge et de niveaux différents, et ceux qui sont les plus grands ou les plus avancés dans les apprentissages enseignent à ceux qui sont plus petits ou moins avancés. Et cette méthode mutuelle, elle a eu un essor formidable au XIXe siècle, parce qu'on était dans une époque de déscolarisation intense, après la Révolution française, et on pouvait, avec un seul enseignant, enseigner jusqu'à 500, voire dans des écoles de 1000 élèves, parce que les élèves pouvaient s'enseigner les uns les autres. Et c'est une méthode qui fonctionnait très bien, même mieux pour certains apprentissages que la méthode simultanée. Voilà notre présentation de la méthode mutuelle. Vous voyez, c'est totalement différent l'état d'esprit avec ce qu'on a vu chez Jean-Baptiste de la Salle. Vous avez des élèves qui enseignent à d'autres élèves devant des tableaux sur les murs, pendant qu'ici, je pense, deux moniteurs qui doivent se faire un grand idée, parce qu'ils vont faire une bêtise avec les plus petits, là, qui est resté à table. Donc, je ne vais pas vous montrer 36 000 photos, mais vous voyez, c'est un espace de la salle de classe qui est totalement différent. Et le maître, il n'est pas forcément devant avec les élèves, il est avec les élèves. Alors, de ces trois méthodes, il y en a une qui disparaît progressivement au XIXe siècle, c'est la méthode individuelle, parce qu'elle n'est pas du tout adaptée. Il en reste deux qui fonctionnent très bien, et bien il va y avoir une guerre. Et c'est ce que Christian Nick appelle la première guerre scolaire, qui va se passer entre ces deux méthodes. Et là, ça va être terrible.
il va y avoir des pamphlets, de la propagande. Ça, c'est l'image que je vous montrais en introduction. C'est une eau forte colorisée qui date de 1825, je crois, et qui montre toute la haine qu'il y avait entre ces deux méthodes. Là, vous avez les frères des écoles chrétiennes, que l'on reconnaît à leur tricorne, à leur manteau, qui essayent de déceler une pancarte d'enseignement mutuel. Et ils se font aider ici par un ultra-royaliste, qu'on reconnaît avec son catogan, un sardinot et ses habits très colorés. Et vous voyez les enfants de la méthode simultanée, qui sont un malin, un peu maladif, à côté la fierté des enfants de l'enseignement mutuel. Alors ce qui est amusant, c'est que vous voyez, il y a une corde qui rompt, un frère tombe par terre, et sous sa soutane, on voit une écrevisse. Alors, c'est ce qu'on a en règle générale, c'est toujours le flop, sauf s'il y a un ancien des SVT dans la salle. L'écrevisse, à l'époque, c'était une des pires insultes qu'on pouvait faire à quelqu'un, parce que l'écrevisse, je le dis, est un animal à locomotion rétrograde, c'est-à-dire qu'il avance en reculant. Donc, traiter quelqu'un d'écrevisse, c'est de dire que c'est quelqu'un de rétrograde. Et dessiner une énorme écrevisse sous la soutane de son frère, c'est montrer que sa méthode est totalement rétrograde. À l'époque, ça avait du poids. Et donc, je pourrais vous montrer de nombreuses représentations de ce style, des vers aussi. J'écoute mal un sot, que personne ne prenne ça pour lui, j'écoute mal un sot qui veut que je le craigne, et je sais beaucoup mieux ce qu'un ami m'enseigne. C'est un certain Victor qui a écrit ça, Victor Hugo, 1819, je crois que c'est d'ailleurs son premier écrit. Tout ce qui était intellectuel à l'époque avait pris fait et cause pour la méthode mutuelle. Et bien pourtant, la méthode mutuelle va disparaître. Et alors, elle va disparaître. Pourquoi? Pas parce qu'elle était moins bonne, hein. Je vous ai dit que la méthode mutuelle était plus intéressante que la méthode simultanée. Elle va disparaître parce que, entre autres, François Guizot, qui était notre ministre de l'Instruction publique à l'époque, en 1833, a pris fait et cause pour la méthode simultanée. Alors, ce qui est étonnant, c'est que l'histoire est un retard des fois, parce que François Guizot était un fervent défenseur de la méthode mutuelle. Mais ça, c'était avant d'arriver au pouvoir. Et en arrivant au pouvoir, François Guizot s'est rendu compte notamment qu'il avait besoin de l'appui du clergé. Et le clergé ne voulait pas entendre parler de cette méthode mutuelle qu'il ne pouvait pas contrôler. Et donc, c'est plus pour des raisons politiques et religieuses que la méthode mutuelle est partie et qu'aujourd'hui, on fait l'enseignement simultané. Ça, personne ne le sait. Si aujourd'hui, notre enseignement est simultané, c'est parce qu'il y a eu des choix qui ont été faits par François Guizot, et c'est sur des critères politiques et religieux. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et donc, cette relation pédagogique, elle s'est figée réellement dans le modèle simultané. Et les salles de classe sont devenues comme ceci, dès les années 1800. Alors, si vous voulez un peu plus moderne, hop, on a un peu tout. Donc, moi, j'ai proposé au lycée d'Orient de changer de salle de classe et je préconise une autre organisation de salle de classe. Donc ça, c'est l'état intermédiaire. Et donc, je vais vous parler de cette expérimentation que j'ai appelée la classe mutuelle, qui a consisté à revisiter avec les élèves en 2015 la fraude scolaire. En fait, pour la petite histoire, ce qui s'est passé, c'est que j'avais relu un mardi, j'avais un mardi soir, parce que je suis un doctorant en sciences de l'éducation à côté, et je m'intéressais à la définition de la salle de classe. Et j'avais lu la définition de la salle de classe du dictionnaire de Buisson, qui nous dit que la salle de classe est le lieu où les élèves sont assis, immobiles et silencieux. Ça m'avait fait rire, parce que la formulation était désuète. Et puis, le mercredi, le lendemain, donc j'étais face à mes élèves, je venais de faire un cours merveilleux, mon tableau il était propre, bien écrit, les élèves étaient en face de moi, comme vous là maintenant. Et là, je me dis, mais j'ai en face de moi les élèves assis, immobiles et silencieux. Et je m'énerve un peu tout seul, et je leur dis, vous imaginez, on irait chercher un prof de 1880, je le mets dans la salle de classe, il fait le cours, parce que rien n'a changé. Et je propose à mes élèves de réfléchir à cet espace de la salle de classe et de me faire des propositions la semaine suivante. Très honnêtement, j'avais passé la salle de la porte, j'avais quitté la salle, j'avais déjà oublié ma petite sortie, et eux, ils n'ont pas oublié. Et la semaine suivante, ils sont venus avec des plans. Alors, on ne les voit pas trop avec le projecteur.
Alors j'étais embêté, surtout qu'il y avait un contrôle ce jour-là. Mais bon, d'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un petit peu de sérieux aussi. Et donc je leur ai dit, écoutez, d'accord, on va essayer. On a essayé de positionner les tables, les chaises comme c'était sur leur plan. Ça ne fonctionnait pas parce qu'ils n'avaient pas fait un plan à l'échelle. Donc on ne pouvait pas circuler. Les choses auraient pu en rester là, ben non, ils ont pris la règle, ils ont mesuré les tables, les chaises, la salle, et la semaine suivante, ils sont venus avec ce plan, là, je vais vous donner une vidéo où on voit différentes organisations, et ils ont fait des petits plans, des petits carrés qui représentent à l'échelle les tables, et ils les positionnent sur la salle de classe. Et ils m'ont dit, ben voilà, monsieur Dorénavant, nous, on a décidé entre nous, on a dit que la salle de classe, qui était comme ça, soit formée avec des U. Et ma salle de classe s'est retrouvée avec 4 U. Alors bon, c'est rien d'exceptionnel, même si c'était très bien, parce que ça me permettait vraiment d'être au contact de tous les élèves. Mais là où il s'est passé quelque chose, c'est que pour ces élèves-là, c'était la première fois dans leur scolarité, on avait des élèves de terminale, qu'un prof leur avait dit, allez-y, organisez la salle de classe comme vous avez envie. Et là, ils ont dit, il serait temps. Et ils ont commencé réellement à s'investir dans cette salle de classe. Plus ça allait, moi, plus j'étais permissif. Et plus j'étais permissif, plus ils osaient, ils prenaient confiance en eux. Et puis un jour, il y a un groupe d'élèves qui vient me voir, qui me dit, monsieur, est-ce qu'on peut bouger? Et là, je m'en souviendrai toute ma vie, ils ont voulu utiliser votre tableau. Je dis, mon tableau, alors je savais, et nous savons tous que les élèves ont une propension à aller au tableau. Moi, jusqu'ici, c'était plutôt quand j'étais en collège, la dernière semaine, où ils allaient dessiner sur les tableaux, ça leur plaisait. Non, là, ils voulaient aller sur le tableau, j'en dis, bon, allez-y. Et ils ont commencé à faire des schémas, à s'expliquer le cours, et puis ils interagissaient entre eux. Puis très rapidement, tout le monde a voulu aller au tableau. Donc là, vous voyez, on a séparé en deux, c'était un grand tableau. Puis en trois. Et puis après, le tableau était trop petit. Donc on était bloqué et c'était un petit peu la guerre pour qui aurait le tableau à la séance. Donc là, j'ai fait quelque chose d'un peu fou. Je leur ai dit, écoutez, on a des murs, on va dessiner des tableaux sur les murs. Après, ils m'ont regardé. Puis ils ont dit, bon, c'est le prof qui l'a dit. Donc ils ont pris la règle, l'équerre, et ils ont dessiné des tableaux sur les murs. Alors ça leur a beaucoup plu, et puis on a écrit sur les murs. Directement, comme ça. Bon, honnêtement, c'est pas le cercle des poètes disparus. J'ai appelé mon chef d'établissement, je lui ai dit, il va se passer des choses, sortez la carte bleue. C'est très bon rapport à mon chef d'établissement. Si, ça existe. Si, monsieur. Et il m'a dit, banco, monsieur Fayet, et la salle de classe, elle est devenue comme ça. Finalement, ça ne coûte pas très cher, le tableau, on pourra en parler tout à l'heure. Et mon cours est devenu comme ça. Et c'est là, rappelez-vous la gravure que je vous ai montré tout à l'heure avec les élèves dans les tableaux, que j'ai fait ça fait tilt, on a dit cerveau, je dis, mais attends, ils sont en train d'inventer l'école mutuelle. Sans le savoir. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette expérience l'expérience de la classe mutuelle. Et mes cours, aujourd'hui, ça ressemble à ça. Ça, c'est notre salle de classe. Rigoler, là, oui, il y a des élèves qui n'aiment pas ça, ils travaillent tout seul, mais ma foi, ils travaillent. Il y a le canapé, là, je vous parlais du canapé tout à l'heure. Donc voilà, c'est une façon de faire cours qui est complètement différente. Puis un jour, alors, il s'est passé quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est là où je me suis dit, là, il se passe quelque chose. C'est que je venais de faire un cours de biologie végétale et sur les tableaux commencent à arriver les dessins de fleurs. Et puis je vois ça. Et ça, c'est de la génétique. Alors là, ça m'interpelle, parce que mon dernier cours de génétique avait 5 semaines. Je n'avais pas demandé qu'on fasse de la génétique, il n'y a aucune raison qu'il y ait de la génétique. Et puis, je vois cet élève, brillantissime, Capucine, qui fait un cours de génétique à ses camarades. Alors là, comme d'habitude, mon job maintenant, c'est que je prends des photos et des vidéos. Je prends mon appareil, je prends mon smartphone, parce qu'on va en voir, donc je prends mon smartphone et je fais une vidéo malheureusement sans son, et on voit en fait Capucine qui propose un exercice de son cru. Et ça, c'est très important. À ces 3 élèves, pour leur expliquer la génétique. Ils ont commencé à 3, ils ont fini à une quinzaine autour. Et c'était super pertinent, sa façon de proposer l'exercice.
Elle a fait venir ses camarades au tableau. Elle a expliqué, donc elle a dû faire un exercice d'elle-même. Ce qui s'est passé, c'est que je les ai questionnés. Après, je lui ai dit, pourquoi vous avez fait de la génétique? Ils m'ont dit, mais monsieur, on avait besoin de faire de la génétique. Parce que votre cours sur la biologie végétale, on a senti qu'il était facile. Et ils avaient raison, sincèrement. Ils n'avaient aucun intérêt à ce point-là, ils auraient pu le faire chez eux. Et elles ont eu ce besoin de faire de la génétique, qui par contre là, est très complexe. Et donc aujourd'hui, elles ont fait de la génétique. Et elles ont compris la génétique. Et Capucine, en voyant les difficultés de ses camarades, a consolidé aussi ses acquis. Et là, je me suis dit, mais c'est ça l'enseignement. C'est que chaque élève prenne ce dont il a besoin, au moment où il en a besoin. Et là, il avait besoin de faire de la génétique. Et là, je me suis dit, ben voilà, c'est comme ça que je vais enseigner. Et c'est comme ça qu'est partie cette expérimentation. Donc rapidement, une séance, moi j'ai des séquences d'1h30. Il y a trois temps en fait, un temps conceptuel explicite où je fais du cours, parce qu'il en faut, en 20 minutes, ben je sais que mes bons, entre guillemets, ils ont compris. D'autres n'ont pas compris. Eh bien, il va y avoir une seconde séquence que j'appelle mon mutuel, qui dure 50 minutes, et là je vais moi, plus particulièrement, m'occuper des élèves qui sont en difficulté, et je peux rester 20-30 minutes avec un élève, un seul élève, qui n'a pas compris son cours. Et les élèves qui ont compris, eux, ils vont aider, travailler avec ceux qui sont dans un entre-deux, qui ne sont pas sûrs d'avoir compris. Et après, il y a une troisième séance, une séquence bilan, qui dure 10 minutes, où là, on corrige le tableau. Je passe relativement vite, on pourra y revenir rapidement après si vous avez des questions. Et le numérique, ça c'est une question qui revient souvent. Mais le numérique, je l'ai complètement oublié. Alors, je ne suis pas anti-numérique, au contraire. Moi, je suis arrivé dans l'enseignement par le numérique. Je suis un geek. Mon premier poste dans le Var, la première année, était en 2001. J'ai eu un tableau numérique en 2001, donc vraiment un guélo numérique. Mais là, j'étais tellement focalisé sur l'espace et la pédagogie que j'en ai oublié le numérique. Le numérique, il est sorti des poches des élèves, des salles de classe, et ça a été les... On a cette photo. Il y a quelqu'un du ministère ici non, c'est les smartphones. Non, alors non, mais j'ai un truc, quand il y a le ministère, hop, je fais ça. Les élèves ont des appareils photo jetables dans leur sac. On achète dans la grande surface. Et là, ça passe, il n'y a aucun problème. Non, bien sûr, ça marche très bien. Donc, les élèves, ils sortent leur smartphone, bien évidemment, et ils prennent en photo le tableau. Là aussi, je ne rentre pas dans les détails. Qu'est-ce qu'on fait après les photos? C'est toute une question dont on pourra débattre tout à l'heure. Donc, les trois conditions pour moi, pour la métamorphose de l'école. La première condition, et ça c'est essentiel, c'est repenser la salle de classe. Sur les termes informatiques, on parlait de hardware, c'est-à-dire c'est la structure. Si on ne change pas la structure de la salle de classe, on ne peut pas changer la pédagogie. Ou très difficilement. Moi, pendant des années, j'ai essayé de faire communiquer les élèves entre eux, mais je n'avais jamais compris que pour que ça fonctionne, il ne fallait pas qu'ils soient assis, immobiles et silencieux en face de moi. Alors je leur disais, si, allez-y, parlez. C'était avec voisins, donc ça limite. Donc la première condition, c'est repenser la salle de classe. La deuxième condition, c'est repenser les règles. C'est le software, c'est le logiciel pédagogique. L'un ne va pas sans l'autre. Le piège, l'énorme piège, c'est de se focaliser sur l'espace et d'oublier la pédagogie. Et là, je le vois quand on le fait, cette erreur de plus en plus souvent. On dit, tiens, voilà, c'est dans l'air du temps de faire des îlots, donc on fait des îlots, mais on ne change pas la pédagogie. Il y a un an de ça, j'ai été invité à l'Institut de Nancy à Genève pour faire une conférence. Donc le proviseur, c'est un institut privé. Le proviseur m'appelle, il me dit, bon voilà, tu fais et puis bon, il me parle pendant 3 quarts d'heure au téléphone, il me dit ce qu'il a fait. Puis au bout de 3 quarts d'heure, je le coupe, je dis, écoutez monsieur, vous êtes bien venu, mais tout ce que je préconise, vous l'avez fait. Donc quel est l'intérêt que je viens de vous dire que c'est très bien? Il me dit, mais on a un problème, c'est que les profs n'utilisent pas cet espace. Ils ont un espace en îlot, et bien ils remettent les tables, les chaises à niveau. Pourquoi? Parce que le véritable travail, en réalité, doit être fait sur la pédagogie. Et il ne faut pas rester sur l'espace. Et en termes de pédagogie, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que les élèves sont capables
de s'expliquer ensemble des notions parfois complexes. Et là, souvent, je fais référence à cette expérience que vous connaissez peut-être de Sugata Mitra. Sugata Mitra, c'est un Indien, professeur de technologie éducative, qui a fait une expérience très intéressante. En Inde, il a encastré des écrans d'ordinateur dans les murs. Il fait des trous dans les murs. On est dans des bidonvilles en Inde. Il fait des trous dans les murs, il met un écran d'ordinateur, et il met à côté, on le voit, un petit pavé tactile, et une connexion Internet au débit. Et il s'en va, il met des caméras partout, il observe ce qui se passe. Il y a des vidéos, vous voyez, il y en a qui passent. On est dans des bidonvilles en Inde. Il y en a certains qui n'ont jamais vu, même de télévision de leur vie. Ils parlent de tamoul, ils ne connaissent pas du tout l'anglais. Et ils passent, ils commencent à toucher l'écran ou le pavé tactile. Et il y a une émulation qui se crée entre les enfants. Et ils arrivent à faire des choses exceptionnelles. Il a constaté que s'il laissait l'ordinateur en quelques mois, les élèves apprenaient l'anglais. Ils apprenaient à parler anglais, alors qu'ils ne parlent que le tamoul. Alors, il explique bien, il parle anglais avec un très fort accent tamoul. Mais il a constaté que si dans un groupe, il y avait des enfants qui avaient trouvé la synthèse vocale, ils parlaient un anglais qui était parfait. Donc il s'est dit, je vais aller plus loin. Et là, il a fait une expérience que je trouve exceptionnelle. Il est allé dans une salle de classe, et il a dit, en face de lui, les élèves, il prend un ordinateur, il pose l'ordinateur, et il dit, voilà, je vous laisse cet ordinateur, il y a des choses très compliquées sur cet ordinateur, je ne pense pas que vous allez comprendre quoi que ce soit, et il est parti. Et il y avait de la biotechnologie sur cet ordinateur. Donc, avant de faire cela, il leur a fait passer un test, c'est plus simple. Tous les élèves ont eu une note de 0. C'est normal, ils n'avaient jamais fait de biotechnologie de leur vie. Au bout de 2 ou 3 mois, ils reviennent. Et ils posent une question aux élèves, il dit alors, est-ce que vous avez compris? Les petites filles disent non, on n'a rien compris. Alors, il est un peu déçu, il dit mais vous avez regardé l'ordinateur? Et la petite fille dit oui, tous les jours. Enfin, vous avez regardé l'ordinateur tous les jours, vous n'avez rien compris. Et là, il y a une autre fille qui se lève et qui dit non, à part le fait que toute mutation dans l'ARN peut se répercuter sur la mienne et produire éventuellement des modifications du métabolisme au niveau des protéines, on n'a rien compris. Donc il a dit, je vais vous faire passer un test. Il a refait passer un test. Et là, ces élèves qui n'ont jamais fait de biotechnologie ont eu un score comparable à une école voisine où on enseignait la biotechnologie. Et il s'est dit, je vais aller plus loin. Il a laissé l'ordinateur 2 mois supplémentaires. Et il a pris une fille qui était comptable, qui connaissait les enfants parce qu'elle jouait au foot avec eux. Et il a dit à cette fille, voilà, tu vas aller dans la classe de temps en temps. La fille dit, mais moi je suis comptable, je ne connais rien à la technologie. Il a dit, mais c'est pas grave, la seule chose que tu fais, c'est que tu vas leur dire, ah c'est bien, tu peux expliquer ce que tu as fait, tu me montres comment tu as obtenu ce résultat. La seule chose que tu dois faire, c'est les encourager, les motiver, les valoriser. Eh bien, il a fait ça pendant 2 mois. Et il a reproduit un autre QCM. Et là, les élèves ont eu un score comparable à la meilleure école de New Delhi, école privée, où il y a un enseignement top qualité en biotechnologie. Ça a été publié dans une revue à comité de lecture. C'est-à-dire que ce n'est pas le journal du lycée. C'est une revue où des chercheurs vont vérifier les résultats et valider le test. Et donc ça a été validé. D'ailleurs, un des relecteurs a dit c'est trop beau pour être vrai. C'est pas forcément sympathique. Et Sugata Mitra a refait cette expérience partout dans le monde. Et systématiquement, il obtient des résultats que les élèves sont capables d'apprendre parce qu'ils vont échanger, parce qu'ils vont communiquer entre eux. Donc des questions se posent quand même dans cette question pédagogique. C'est quelle pédagogie mettre en œuvre? Comment? Quid de la prise en compte du plaisir de l'élève? Je n'ai pas trop eu le temps de l'aborder parce que bon, le temps est contraint, mais le plaisir de l'élève, c'est totalement occulté de l'éducation. Pourquoi? Parce qu'on a des racines chrétiennes, il ne faut pas oublier, et qu'avoir du plaisir en allant à l'école, ça ne se fait pas. Foucault le dit très bien, il dit qu'il y a quelque chose d'érotique dans le fait d'apprendre. Et il dit c'est incroyable comment l'école arrive à rendre cela, le savoir, triste, gris, non érotique. Il dit que c'est un tour de force.
Donc le plaisir, on l'a oublié. Le corps de l'élève, là encore, le corps de l'élève est totalement nié, totalement occulté. Souvent je dis, qu'est-ce que le corps de l'élève? C'est ce qui permet de transporter la tête de la maison jusqu'à l'école. Le corps arrive, il entre en classe, il pose la tête, il disparaît, puis après il amène la tête de l'école jusqu'à la maison. Le corps de l'élève est totalement nié. Vous voyez mes élèves de 2012-2013, si je mets en relation avec la photo tout à l'heure de Montaigne, 100 ans d'écart, une photo de position, sont les mêmes. Il y a un livre qui est formidable, je vous encourage à lire, c'est Claude Pujaud qui a écrit, c'est Le corps de l'élève dans la salle de classe. Elle a interrogé dans les années 70 des élèves en leur disant de parler de leur corps et comment ils se sentaient en classe. Et le champ lexical, c'est le champ lexical de la mort. Ils ont des âmes mortes, on a des zombies, on n'existe pas. Si on parle qu'à des dos. Et c'est quand même quelque chose d'assez terrible de se rendre compte que c'est une... Comment elle s'appelle? Claude Pujade Renaud. Claude, féminin, oui, Pujade Renaud. Elle a fait le corps de l'élève dans la classe, elle fait aussi le corps de l'enseignant. C'est intéressant. Troisième condition, non moins essentielle, c'est repenser la place du numérique. Parce que là, il y a quand même un énorme problème. Le numérique, c'est ce que longtemps a utilisé nos édiles pour se donner bonne conscience. On va saupoudrer les salles de classe du numérique, ça y est, ça fait moderne. Eh bien, à mon sens, c'est une erreur monstrueuse et je pense qu'on est en train de s'en rendre compte. Regardez cette photo. C'est une photo qui était prise dans les années 2000, je crois que c'était un collège qui devait être doté de tablettes. Et quand je l'ai vu, elle m'a interpellé. Je me suis dit, mais ça me rappelle quelque chose. Et ça me rappelle quoi? Ça me rappelle cette photo du Douaneau, en fait. Vous voyez, c'est exactement la même disposition. Les élèves ont la même position. La salle de classe est dans le même endroit. La seule chose que l'on fait, c'est qu'on a des tablettes, des ardoises à la place des tablettes. Ce que l'on fait aujourd'hui en mettant du numérique dans les salles de classe, et c'est une erreur que j'ai commise aussi, c'est qu'on utilise le numérique en lieu et position de ce qui n'était pas numérique. Donc la plus-value n'est pas forcément la meilleure. Et ça, à mon sens, c'est une erreur monstrueuse. D'ailleurs, si vous tapez École du futur dans un moteur de recherche, vous allez tomber sur cette image. Je vous mets au défi de ne pas la trouver. Souvent, en conférence, je dis je paye un coup à boire à celui qui ne trouve pas ça en tapant École du futur. Je n'ai jamais payé un coup à boire. Et je dis souvent que l'inverse, c'est vrai aussi. Et ceux qui cherchent comment nous payer un coup à boire, on a arrêté parce que sinon j'aurais fini alcoolique. En fait, pour Google, qui est l'oracle moderne, voilà ce qu'est l'école du futur. C'est quoi l'école du futur? C'est une école où on a tout simplement numérisé le passé. Parce que c'est toujours des élèves qui sont assis, on les devine immobiles et silencieux. Ils font face à un professeur avec son magistral tableau. On devine que ce tableau, ce n'est pas le tableau des élèves, c'est le tableau du professeur. Et ils sont avec du numérique. Seulement, c'est du numérique qui isole. Parce que si un élève a un ordinateur, eh bien, il travaille tout seul. Et Choubette Amitra, dont je vous parlais tout à l'heure, il le dit très bien dans ses expériences. Il dit que j'aurais fait, là je parle pour lui, j'aurais fait les mêmes expériences avec un ordinateur par élève, il ne se passe rien. Parce que les élèves sont isolés. Ce qu'il faut, c'est qu'ils puissent interagir entre eux. Et ici, on se rend compte que les élèves n'ont pas interagi. Et là, si on y prend garde, cette école, elle va nous amener vers un chemin un peu pervers. Ça, c'est l'école des big data. Je ne dis pas que ce n'est pas puissant. Chaque élève a son ordinateur. L'ordinateur analyse en temps réel ce que fait l'élève. En fonction de ce que fait l'élève, eh bien, il va lui proposer un parcours individualisé, personnalisé. Mais du coup, c'est une école qui isole, qui fait qu'on a des individus qui sont ensemble, mais seuls. Et cette image, elle me fait penser à cette image de Jean-Marc Côté, qui a été faite pour l'exposition universelle de Paris en 1999, non pas 99, où on lui demandait d'imaginer le futur, l'école dans 100 ans. Enfin, pas que l'école. Il a imaginé l'aspirateur. Un aspirateur, c'est un aspirateur avec des ailes qui va aspirer toute l'année dans l'aéroport, pour les véhicules.
L'avion, il a imaginé l'avion, alors c'est un avion qui bat des ailes. Ridicule. J'ai envie de dire ridicule. Mais non, en fait, Il y a un peu d'ironie là-dedans quand même. Comment? Il y a un peu d'ironie, le fait de broyer des livres et que ce soit transmis par l'électricité. Est-ce qu'il y a pas un petit peu de Après, il n'y a pas, peut-être, mais sur les autres dessins, il n'y a pas forcément d'ironie. Et ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que c'est vraiment ce qu'il y a. Vous voyez, l'école, elle évolue, non pas par le corps de l'élève, hein, c'est une discussion qu'on a plus loin. Elle n'évolue pas non plus par la position dans la salle de classe, les élèves qui sont assis, mobiles et silencieux. Elle évolue par la technique. Et la technique, en l'occurrence, c'est toujours le maître qui tient dans ses mains l'information, mais il la transmet à la machine. Il y a un moniteur ici qui actionne le levier. Et cette machine, elle transmet l'information aux élèves directement via les casques. Alors souvent, je dis que c'est Wikipédia, mais quelque part, on n'est pas très loin. Donc vous voyez, Jean-Marc Côté, il ne s'est pas trompé sur l'école. Peut-être que l'école évolue moins vite que le reste. Mais ça fait quand même réfléchir. Alors, pour conclure, parce qu'il faut quand même conclure, je voudrais dire que l'école s'est historiquement construite autour de 3 piliers. Le premier pilier, c'est un pilier moral. C'est ce que j'ai développé dans mon intervention. On est basé sur la chrétienté, originellement. Et donc, que nous reste-t-il de cette époque-là? Les vestiges, c'est le silence et l'immobilité. Parce que si les élèves sont silencieux, c'est parce qu'aujourd'hui, on va à l'école comme on va à la messe. On va écouter le prêche. On va écouter un prêtre qui va nous réciter ses psaumes ou son culte. J'ai cherché l'étude scientifique qui prouvait que pour apprendre, il fallait être immobile et silencieux. J'ai cherché longtemps, je ne l'ai pas trouvé. L'immobilisme et le silence, c'est la voie de la méditation, pas de l'apprentissage. Le deuxième pilier, j'en ai pas parlé, mais bon, on n'a pas le temps forcément, c'est le pilier économique et social. En réalité, notre école, elle s'est fondée sur le taylorisme. On en parlait tout à l'heure sans le citer, mais c'est du taylorisme. Le taylorisme, c'est le XXe siècle. L'industrialisation de l'école a commencé bien plus tôt, quand déjà en parle. Mais l'idée, ça a été la réduction des coûts. Et donc, on est parti sur un principe où, et ce taylorisme s'applique tout à la fois pour l'administration de l'école, que pour les élèves, que pour les cours. On est parti sur un principe où l'élève était quelque part un produit que l'on devait transformer, qui devait suivre une chaîne, que cette chaîne, elle était cadrée sur un plan extrêmement précis, extrêmement rigoureux, qu'on passait d'étape en étape, et puis qu'à la fin, le produit fini était validé par un maître ou un contre-maître pour avoir sa certification, le diplôme, comme étant conforme. C'est ce qui se passe dans les chaînes de montage. Alors parfois, il y a des petits accidents parce que la pièce ne correspond pas exactement ou ne rentre pas dans le moule, et donc ça part au rebut. D'un point de vue économique, ça ne pose aucun problème parce qu'on a des pertes et profits. Quand c'est des humains, c'est un peu plus embêtant. Et les élèves qui portent au rebut, on en a beaucoup. Le troisième pilier, c'est un pilier sociétal. Et là, je fais référence à Foucault, l'école, elle est construite sur le modèle de la prison. Et là, qu'est-ce qui reste de cette époque-là? Eh bien, c'est le fait que nos salles de classe sont des lieux d'enfermement. Vous allez me dire 3 piliers pour maintenir un tel édifice, ça va être un peu bancal. Il y en a un quatrième, en réalité, c'est nous, c'est les enseignants. Et pour moi, c'est un des piliers les plus essentiels, c'est ce qui tient la baraque, et même si malheureusement on n'en parle pas toujours en bon terme. Alors, l'école du futur, quand même, parce que je voudrais terminer sur une note positive, le futur de notre école. Eh bien, dernièrement, j'ai vu l'étude où des chercheurs néerlandais ont investigué les grands référentiels, UNESCO, OCDE, Union européenne, et ils ont cherché les mots-clés qui revenaient dans tous ces référentiels, de gens très intelligents qui savent de quoi ils parlent, sur ce que devaient être les compétences enseignées dans les écoles au XXIe siècle. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait 5 compétences qui revenaient systématiquement dans tous les référentiels. Ces 5 compétences, elles sont là. La collaboration, la communication, les compétences liées aux technologies, les habiletés sociales et culturelles, la citoyenneté. Alors, honnêtement, je ne suis pas sûr que notre école aujourd'hui, telle qu'on la conçoit, soit
cadré pour mettre en avant la collaboration, la communication, les technologies utiles, les habilités sociales et la citoyenneté. Honnêtement, je ne suis pas sûr non plus que l'école mutuelle, telle que je l'ai décrite, rentre bien là-dedans. Il y a eu une école qui a fonctionné selon ces méthodes, on en parlait tout à l'heure, et qui était complètement dans cette idée-là, c'est l'école de Freinet. Et je vous laisse méditer là-dessus. Et voilà, c'est mon intervention qui se termine, c'est le ministre qui m'appelle. Je vous remercie. Vous en êtes terminé. Merci.